été professeur des écoles pendant 25 ans. J'ai fait tous les niveaux de la maternelle au CM2, ce qui m'a permis justement de voir beaucoup de défauts assez rapidement et de réfléchir sur non seulement ma pratique, mais aussi sur le contenu de ce que j'avais à enseigner. Et considérant que ce que proposait l'éducation nationale ne me convenait pas, j'ai fait donc des recherches à l'extérieur et j'ai rencontré les membres du groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes, qui est en fait une association de professeurs qui était menée par Monsieur Demailly, qui était professeur de mathématiques et membre de l'Académie des sciences, donc qui a créé cette association avec évidemment d'autres professeurs au départ, de faculté, puis de lycée et ensuite de collège et pour finir des instituteurs, enfin ce qu'on appelait les instituteurs, renouvellement nommés professeurs des écoles. Le constat de M. Demailly et de donc, cette association, c'était que le niveau baissait et on était dans les années, tout début des années 2000. Donc vous voyez que ce combat n'est pas d'aujourd'hui pour nous. Et donc au travers de cette association, nous avons travaillé une réécriture des programmes de mathématiques et de français, de la grande section au CM2, dans le sens où M. Demailly s'affolait du niveau des élèves qui lui arrivaient, des élèves français qui lui arrivaient en faculté et en comparaison de ceux qui arrivaient de l'étranger. Donc de fil en aiguille, il s'est retourné vers le lycée qui lui a dit ça vient du collège, qui lui a dit ça vient du primaire. Donc effectivement, on s'est retrouvés, nous, les instituteurs, en première ligne, en disant que nous, effectivement aussi, on était une poignée à constater que ça n'allait pas du tout, ce que l'on nous faisait faire n'était pas pertinent, était productif pour les élèves. Donc on s'est mis à réécrire ce qui se faisait avant et donc à partir de là, évidemment, on a fait des recherches historiques et donc bien que je sois dans un pôle lire, nous défendons l'écriture-lecture, c'est-à-dire cette pédagogie qui existait et qui a été oubliée. D'où le titre de cet exposé. Je vais essayer donc d'être le plus clair possible. Et je vais donc utiliser... Donc, ce titre déjà vient d'un essai écrit par Michel Delors et Guy Morel, qui étaient donc des cofondateurs de cette association du GRIP, et donc qui ont remis à jour les principes élémentaires du dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson sur la méthode intuitive qui ont été occultés depuis les années 70. Donc, non seulement ils ont été occultés, mais en plus il est apparemment pas question de les remettre au goût du jour, dans le sens où, un exemple très récent, Stanislas Dehaene, donc, qui est spécialiste des neurosciences, que l'on a rencontré au ministère lors d'une commission et donc qui développait des considérations intéressantes sur l'intuition, ignorait complètement la méthode intuitive et surtout, quand on lui en a parlé, n'a pas cherché à savoir de quoi il s'agissait. Pour l'anecdote, on était quand même dans la salle de Ferdinand Buisson. Donc voilà, cela montre, si vous voulez, les décalages incroyables. Donc effectivement, les neurosciences, juste pour... j'y reviendrai peut-être un peu après, confirment ce que, justement, dans cette pédagogie, Ferdinand Buisson mettait en avant. Mais il est hors de question, évidemment, puisque c'est vieux.
Donc on ne va surtout pas, comment dire, valider ce genre de pédagogie. Mais voilà, elle conforte tous les points positifs qui ont été mis en avant par Ferdinand Buisson. Donc en 1882, on se retrouve à ce moment-là à une véritable révolution pédagogique qui est inspirée par la méthode intuitive. En l'espèce, elle se caractérise par l'enseignement simultané et dès la maternelle de la langue et de l'arithmétique, et plus précisément de l'apprentissage simultané, écriture, lecture et numération, calcul. Donc ce matin, peut-être qu'il y a parmi vous qui ont donc écouté sur le calcul intuitif, mais voilà, il y a ce parallèle entre les deux et qui est travaillé à cette époque-là dès la maternelle. En effet, elle rompait à ce moment-là avec une double tradition, celle de l'enseignement de la lecture et de l'écriture, puisque à cette époque, enfin avant 1882, la lecture précédait l'écriture, et de fait, les enfants qui apprenaient à lire le faisaient parce que leurs parents donc payaient des précepteurs pour apprendre à lire, mais il fallait en deuxième temps payer un précepteur pour apprendre à écrire. Donc ce n'était absolument pas lié. Donc à partir de 1882, Ferdinand Buisson remet cela au goût du jour, ainsi que de rompre avec cette tradition de séparation de l'apprentissage de la numération et du calcul. Donc, on passait le point crucial de cette révolution, c'était que l'on passait du quantitatif pur. L'élève en sait beaucoup, on l'a bien, comment dire, imprégné. Mais l'objectif devenait de passer au qualitatif. L'enfant en sait plus et mieux. Donc les fondateurs de l'instruction publique s'appuyaient donc sur la synergie induite par l'apprentissage simultané. Alors attendez, que je fasse défiler la page. Ah, excusez-moi. Pour que je reprenne la main pour faire défiler la page. Voilà, ça y est, c'est bon. Merci. Donc, les fondateurs de l'instruction publique s'appuyaient sur la synergie induite par l'apprentissage simultané des divers domaines de connaissances. Ainsi, ils dépassaient les fausses oppositions, contenu, compréhension, l'opposition apprendre et apprendre à apprendre. Cet enseignement simultané dans des divers domaines de la connaissance devient spontanément et de lui-même l'enseignement de l'intelligence, c'est-à-dire au sens étymologique lié entre les divers domaines. Alors, quel est le principe novateur de la méthode d'écriture-lecture prônée dans le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson et en particulier à ce moment-là la méthode Schuler? C'était d'apprendre à lire les lettres en les faisant écrire. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de A, bas et ni de déchiffrage dans l'écriture-lecture. En revanche, cette méthode comportait une autre innovation majeure, c'était qu'elle montrait d'abord à l'enfant non pas des lettres ou des mots, mais des dessins représentant des objets ou des êtres. Et une image muette, par exemple, d'une île, pour la première leçon de la méthode Schuler. Donc l'enseignant proposait cette image et donc l'ouverture sur la culture, donc on parlait de ce que c'était, ce qu'était une île, et ensuite on passait à l'étape suivante. Donc cette première étape était une leçon, en quelque sorte une leçon de choses. Qu'est-ce qu'on apprenait à observer, qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce que c'était, etc. La deuxième étape consistait à faire articuler le mot et à, faire se rendre compte qu'il y avait deux syllabes, il, le,
et à dégager le premier phonème, le son I. Donc la troisième étape était l'apprentissage de l'écriture. Donc en fait, on partait du son et on transcrivait ce son. Donc le maître écrivait la lettre au tableau et les élèves apprenaient alors par différentes étapes dans l'espace, ensuite sur du papier, il expliquait où on partait, enfin donc il détaillait l'apprentissage de ce tracé et les élèves refaisaient les mêmes gestes en prononçant le son qui correspondait à ce tracé. Donc ici, on voit bien qu'il n'était pas question d'opposer une méthode globale à une méthode syllabique, puisque c'était complètement déconnecté. Le côté global n'apparaissait pas en tant que mot, mais comment dire, en tant que dessin, ce qui permettait de commencer par l'analyse. Et ensuite venait la synthèse avec l'écriture, d'où le nom de méthode d'écriture analytique, de l'écriture-lecture analytique synthétique. Et c'est donc une méthode alphabétique, en fait, c'était donc une méthode alphabétique avant d'être syllabique. Et cela dépasse donc ces oppositions globales syllabiques. Donc, cette méthode analytique partait du découpage des mots, non montrées sous leur forme écrite, mais verbalisées à partir des choses qu'elle désignait, en syllabes, en phonèmes. Et donc ensuite, la méthode était aussi une méthode synthétique, puisqu'à partir des graphèmes appris, l'élève apprenait à former des mots et différents de celui qui avait servi au support oral de la leçon. Donc ces deux moments fondamentaux de cette appropriation consiste d'abord en la maîtrise simultanée du geste d'écriture et de reconnaissance visuelle automatique des lettres. Donc on passait, comment dire, point par point, d'abord par les voyelles et ensuite on passait à la combinatoire avec les consonnes. Mais le problème que l'on rencontre actuellement, c'est que les élèves d'aujourd'hui, ils ont une mauvaise maîtrise du geste dans la mesure où en maternelle, eh bien, on ne travaille plus tout ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de, de travaux manuels qui déliaient le poignet, qui déliaient les doigts, qui donnaient de la force. Et alors que maintenant, on se rend compte qu'on a des élèves qui, presque à la limite, pour certains endroits où des professeurs font des constats, ils ont carrément perdu la pince parce que, du fait des tablettes, ils n'utilisent que l'index. Donc tout un travail à refaire, donc quand ils arrivent à 3 ans. Donc c'est déjà une perte de temps énorme. Et ensuite, malgré cette mauvaise maîtrise du geste, enfin, du moins à cause de cette mauvaise maîtrise du geste, eh bien, on passe plus facilement à la lecture avant de passer par l'écriture, puisque les élèves reconnaissent plus facilement les lettres qu'ils ne les tracent. Donc, cet état de fait est malheureusement renforcé par la pratique scolaire qui continue de dissocier les deux apprentissages. Donc ce décalage est préjudiciable pour la suite et donc de quoi on se rend compte? De la multiplication de, de cabinets de graphothérapeutes qui viennent retravailler le geste parce que les élèves n'écrivent pas, écrivent mal quand ils écrivent et refusent d'écrire parce que c'est difficile, ça fait mal à la main, enfin tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et qui justifient en fait ce non-passage à l'écriture et pour eux en tout cas et pour l'enseignant, eh bien il se retrouve avec des élèves qu'il qualifie ou qu'on qualifie de dysgraphiques. Et comme on a eu les élèves qu'on a qualifiés de dyslexiques, parce que justement la méthode d'apprentissage de la lecture était mal faite et
par là, ces élèves développaient des problèmes qu'ensuite, auxquels il fallait ensuite remédier. Ces méthodes qui sont maintenant utilisées directement dans les classes, il y a des méthodes célèbres maintenant qui sont utilisées dans les classes, certes font peut-être travailler, rattrapent le mauvais tracé des élèves, mais c'est complètement déconnecté de l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire qu'on nous explique que pour le poignet, il faut peut-être commencer par des crochets et toute une progression qui en soi, dans la remédiation, est tout à fait justifiable. Mais quand on est dans l'apprentissage de la lecture et en particulier donc de l'écriture avec la lecture, eh bien c'est pas forcément ces tracés-là par lesquels il faut commencer. Donc c'est un travail de la maternelle aussi qui a été abandonné, donc comme je disais, parce que les élèves ne travaillent plus ces exercices de maîtrise du geste au travers de différentes activités. Alors, donc, ces méthodes proposent des remédiations, ces méthodes de lecture, enfin dites maintenant, on ne dit pas quand vous achetez ou que vous voyez le livre d'un élève, c'est une méthode de lecture, point. En fait, elles sont là pour essayer plus de remédier aux 3 années de maternelle où malgré tout, ça a été du bourrage de crâne avec des étiquettes, avec des reconnaissances de mots sans les lire évidemment, puisque le travail d'analyse n'était pas fait. Et cela a été donc massivement appliqué et vanté pendant longtemps par l'éducation nationale, dont la caractéristique est de ne jamais faire intervenir, même dans un second temps, l'analyse des éléments, syllabes et lettres. Donc ce travail, ça porte un nom précis, c'est la méthode idéovisuelle. En effet, les méthodes globales, effectivement, n'ont jamais réellement existé. Ça a été, cette méthode d'idéovisuel qui a été appliquée. Et donc, on va l'appeler donc, on l'appelle entre une méthode d'idéovisuel pure en opposition entre guillemets à une méthode idéovisuelle impure dans laquelle effectivement on vient saupoudrer un petit peu d'alphabétique, histoire de dire que oui, on va apprendre quand même à lire les lettres, les sons, les syllabes. Mais l'enfant est noyé toute la journée dans cette idéovisuelle où on lui fait écrire des mots qu'il ne peut pas lire, on lui fait copier des lettres qu'il ne sait pas tracer, et donc même en faisant un petit peu d'alphabétique, ce n'est pas suffisant pour que l'enfant en fin de CP maîtrise la lecture. Donc ces méthodes en fait servent surtout à rééduquer, ou en tout cas tentent à rééduquer cette pathologie fabriquée par la maternelle pendant les 3 ans que l'enfant, pendant lesquels il va en maternelle. Donc en parallèle, on a eu des méthodes d'écriture-lecture qui ont été appelées mixtes, c'est-à-dire qu'on abandonnait l'écriture-lecture pour passer à ces méthodes dites mixtes qui introduisaient au CP des mots globaux mais à dose homéopathique et surtout qui reposaient encore à ce moment-là sur un travail alphabétique en maternelle. C'est-à-dire que déjà en maternelle dans les années 60, quand on sortait de la grande section, on était capable déjà de lire ce qu'on appelle des mots simples, des mots normaux, avec juste des syllabes, une consonne, une voyelle. Donc en fin de grande section, un enfant était capable non seulement de lire par exemple Rémi lave
le vélo de papa, où papa lave le vélo de Rémi, mais non seulement il pouvait le lire, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle lire, mais en plus il était capable de l'écrire, parce qu'il connaissait le tracé des lettres, il connaissait l'association des sons simples, et donc il pouvait faire cela. D'autant que aussi en maternelle, on travaillait donc la séparation des mots. Et en particulier, donc au niveau de notre association, il y a donc une méthode pour la grande section qui s'appelle de l'écoute des sons à la lecture, qui permet au travers d'exercices d'écoute, de travail avec son corps, par exemple avec des affiches, puisque l'enfant ne peut pas lire les mots, représenter par exemple sur une comptine comme la souris verte, de représenter les mots complexes par des dessins, par exemple comme le mot souris, mais en ayant auparavant travaillé le son L et le son A, qui fait donc là, et en sachant l'écrire. Donc il va y avoir ainsi un travail sur la séparation des mots, ce qu'on nous tente de nous faire croire que tout petit, ils ne peuvent pas le faire. Donc ces méthodes donc ont bien marché pendant le temps que la maternelle continuait cet apprentissage de l'alphabétique, sauf que bien sûr on va dire l'évolution a fait qu'il ne fallait, enfin le grand leitmotiv a été que la grande section ne devait pas être un pré-CP, donc il a fallu, enfin les enseignants ont peu à peu abandonné cet apprentissage. En CP, les élèves se sont retrouvés de plus en plus face à des mots globaux, et donc là on est passé à l'idéovisuel, et les élèves ne réussissaient plus. Et on a, au lieu d'analyser pourquoi on ne réussissait plus par rapport à ce qu'on avait enlevé comme apprentissage à la maternelle, on a continué à renforcer l'idéovisuel dans les nouvelles méthodes. Et on a donc perdu l'écriture qui, à ce moment-là, est devenue secondaire au profit de, soi-disant, l'apprentissage de la lecture. Donc, cette réduction de l'apprentissage de l'écriture-lecture à la seule lecture a stérilisé l'activité des élèves. En fait, ces élèves se sont retrouvés face à une activité relativement passive parce que, n'arrivant pas à lire les mots et globalement sachant qu'on allait finir par leur donner la solution, ils n'étaient pas dans ce qu'on attendait, c'est-à-dire entre guillemets à faire le petit Champollion pour essayer de retrouver qu'est-ce qui valait, alors que c'était ça qu'on attendait. Mais à leur âge, sans acquis derrière, c'était impossible. Moi, je me suis retrouvée avec des élèves en à l'étude, avec donc des collègues qui utilisaient ces méthodes, où l'élève lisait la libellule, non, j'ai vu une libellule monter jusqu'à la lune, donc à lire ce genre de truc au 15 septembre, soi-disant. Mais comme le mot libellule, l'enfant l'avait oublié et que la maîtresse globalement avait expliqué quand même qu'une libellule c'était un insecte, eh bien l'enfant me lisait « j'ai vu un insecte monter jusqu'à la lune » parce qu'il ne se rappelait plus du mot libellule. Et aller lui expliquer que là, c'était pas écrit insecte, mais c'était écrit libellule. Donc on s'est retrouvé avec des enfants complètement perdus et qui n'avaient aucun moyen solide de s'accrocher. On a abandonné cet apprentissage structuré en maternelle et dans les années 70, il y a une seule spécialiste qui a évoqué l'écriture-lecture des maîtres républicains, Liliane Lursa, qui était donc docteure en psychologie et directrice de recherche au CNRS, qui rappelait dans son livre « Savoir écrire pour savoir lire »
que toute méthode qui prétend enseigner la lecture sans enseigner simultanément l'écriture rend plus difficile l'acquisition du langage écrit et plus précaire sa conservation. Donc on était dans les années 70, mais tous ces gens qui alertaient n'ont évidemment pas été entendus et on a continué cette fuite en avant. Alors, pour en revenir au GRIP, donc cette association, dans les années 2010, on a commencé à publier des méthodes d'écriture-lecture au CP, l'une s'appelle Écrire et lire au CP et l'autre Mon CP avec Papyrus. Mais auparavant, un gros travail avait été fait sur le chantier de la maternelle avec le livre du maître de Thierry Venot qui s'appelle De l'écoute des sons à la lecture. Et donc, merci. Donc cette méthode qui est utilisable en grande section, voire en début de CP, quand on récupère des élèves qui n'ont aucune notion des mots dans la phrase, aucune notion de la phrase, etc. Il propose tout un tas d'exercices, on va dire, de remédiation. Mais en fin d'année, les élèves sont capables non seulement de lire, mais d'écrire, par exemple, des petits textes comme La petite Marie est petite, Marie a avalé trop de purée, Marie a vomi sur le tapis. Alors évidemment, on nous reproche, on va dire, la pauvreté du texte. Mais moi, je vous assure qu'en tant qu'enseignante, quand vous avez un élève qui n'a jamais travaillé ces mots-là, comme avec des étiquettes, etc., c'est-à-dire que vous le faites venir au bureau, vous lui donnez un texte de ce type-là, inconnu, qui le lit, qui le comprend et qui vous regarde avec des yeux émerveillés, vous vous dites, bon, j'ai compris, il n'est pas là en train de se poser la question, est-ce que c'est, d'un niveau intellectuel élevé ou pas. Il est capable d'avoir lu tout seul, sans aucune aide, ce texte-là. On peut après aussi, pour lier différentes activités, il y a des petits textes comme la petite biche, le boa est caché, le boa a vu la biche n'a pas vu le boa, et le boa a avalé la biche. Alors évidemment, ce n'est pas très passionnant dans ce sens-là, mais encore une fois, l'élève est autonome, l'élève comprend ce qu'il lit, et à côté de ça, on peut éventuellement avoir travaillé sur un projet avec les animaux et ouvrir donc sur la culture, sur d'autres textes pour apporter à l'enfant une ouverture justement sur cette culture. Merci. Donc, en fait, à quoi peut-on mesurer la réelle efficacité des méthodes au CP? Eh bien, il faut qu'elles soient intégrées dans des progressions et des programmes dont la caractéristique a été, comme elle était de 1882 à 1945, très simple, mais claire, c'est-à-dire qu'il fallait maintenir la distinction entre les divers degrés d'apprentissage de l'enseignement de l'écriture-lecture. Le premier degré, c'était l'élève apprend à distinguer ses lettres, à en savoir les noms et à les assembler pour prononcer des syllabes et des mots. Le second degré était l'élève lit couramment, sans hésitation, sans tâtonnement. Le troisième degré correspondait à ce que l'on appelle la lecture expressive. Et avec une progression bien réfléchie, l'enfant arrivait en fin de CP à cette lecture expressive. Donc, il n'y avait pas besoin, comme on nous fait croire maintenant, qu'il faut aller jusqu'au CE1 pour savoir lire. Puis après, ça a été jusqu'à la fin du primaire. Puis le collège, et d'ailleurs dans un reportage sur l'illettrisme, un jeune d'une quinzaine d'années avait été interviewé et il disait qu'il ne savait pas lire en fait parce qu'il n'avait été que jusqu'au brevet.
Donc lui, dans sa tête, c'était déjà bien ancré. Il ne savait pas lire, il n'avait pas fait un grand cursus scolaire, donc il ne pouvait pas lire couramment. Donc il y a quand même un gros problème de ce côté-là. Et donc, ces objectifs étaient clairement exprimés en grande section par des, comment dire, pas des concepts, mais on va dire, bon, des conseils, parce que j'ai le mot qui m'échappe. Donc, d'abord, en fin de grande section, l'élève avait les premiers exercices d'écriture avec des textes, par exemple, comme je vous ai lu tout à l'heure, mais donc en même temps, les premiers exercices de lecture. Et ensuite, l'élève devait être capable de faire une copie quotidienne de phrases, mais dont il connaissait, enfin dont il était, pour lesquelles il était capable de les lire. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas copier des phrases par dessin. Non seulement il avait appris le tracé, mais en plus il savait ce qu'il écrivait. Alors que, bon, on se retrouve à l'heure actuelle, en fin de journée, voire dans la journée même, les élèves doivent recopier des phrases au tableau, mais la maîtresse leur lit, ou le maître leur lit, mais point. Après, ils sont incapables de se rappeler de ce qu'ils ont écrit. Donc, ces conseils clairs sont maintenant remplacés à l'heure actuelle dans les nouveaux programmes de maternelle actuels qui, eux, sont délayés sur 5 pages, donc à la manière constructiviste, et alors je vais vous lire, qui préconise donc de découvrir le fonctionnement de l'écrit sans en apprendre les règles de manière structurée. Donc un extrait, l'enseignant incite les élèves à écrire en utilisant tout ce qui est à leur portée. Une fois qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent écrire, les enfants peuvent chercher dans des textes connus, utiliser le principe alphabétique, demander de l'aide. Plus ils écrivent, plus ils ont envie d'écrire. Donc l'enseignant accepte qu'ils mêlent écriture en capitale pour résoudre des problèmes phonographiques et écriture en cursive. Lorsqu'ils ne se contentent plus de recopier des mots qu'ils connaissent mais veulent écrire de nouveaux mots, les jeunes enfants recourent à diverses stratégies en les combinant ou non. Ils peuvent recopier des morceaux pris à d'autres mots, tracer des lettres dont le son se retrouve dans le mot à écrire, par exemple les voyelles, attribuer à des lettres la valeur phonique de leur nom. Exemple, utiliser la lettre K pour transcrire le son K dans café. Donc tout ça est encore une fois en plus conforté par le fait qu'ils écrivent. La séparation entre les mots reste un problème difficile à résoudre jusqu'à la fin du cycle 2. Alors que quand on a des activités bien structurées, bien réfléchies, déjà dès la fin de la maternelle, les enfants ont cette intuition, et donc on travaille avec eux cette séparation des mots. Donc c'est de la pure démarche expérimentale. Comme justement Monsieur Morel, sur lequel on s'appuie pour faire cet exposé, le préapprentissage de la lecture avec une conscience ne vise pas à apprendre à lire aux enfants, mais à mettre ceux-ci en posture de lecteur, c'est-à-dire de leur faire adopter par mimétisme un comportement de lecteur sans leur donner les clés de la lecture. Et c'est la même chose pour le préapprentissage purement imitatif de l'écriture. On leur fait croire qu'ils savent écrire, alors qu'en fait, ils font du dessin. Enfin, moi, ce que j'appelle du dessin, etc. Le second extrait des nouveaux programmes 2021, ce qui est visé à l'école maternelle est la découverte du principe alphabétique et non l'apprentissage systématique complet des relations entre formes orales et écrites. Tout cela parce qu'il faut absolument dissocier la maternelle du CP. Il est hors de question de faire un pré-CP.
enfin ce qu'ils appellent un pré-CP. À partir du moment où un enfant saurait lire ce que je vous ai lu tout à l'heure en fin de grande section de maternelle, eh bien à l'heure actuelle, c'est considéré comme avoir fait un pré-CP, donc ce qui est hors programme. Voilà, donc les élèves recopient des mots dont ils ne connaissent pas les lettres. On invente, pour décrire cette situation, une formulation intermédiaire. Il commence, mais il n'a pas fini, qui a l'avantage d'être irréfutable à cause de son imprécision. Alors, Ferdinand Buisson nous a déjà, à l'époque, nous avait déjà mis une aide pour sortir de cette conception. On apprend d'abord le concept métaphysique et ensuite ses manifestations phénoménales, c'est-à-dire qu'on apprend par exemple la notion de couleur et ensuite on apprend ce qu'est le rouge, le bleu, le vert. Eh bien, pour dissimuler cette situation gênante, on est contraint de dire que l'on peut comprendre le principe liant l'écriture et les paroles avant d'être capable de connaître dans ces formes particulières. On apprend le principe du lien entre le son de la lettre et la lettre avant de savoir, par exemple, que B et A, ça fait BA. C'est une méthode synthétique. Ou que le BA se décompose en B et en A. Alors, c'est la méthode analytique. Mais cette compréhension réelle et non formelle du lien entre l'écrit et l'oral ne peut venir que d'une pratique raisonnée de la lecture complète, le sens et le code. Alors, ensuite, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, selon Michel Delors, donc, qui est aussi l'auteur de cet essai « La pédagogie oubliée », si on veut réussir le pari de l'apprentissage de la lecture avec le plus haut profit intellectuel, 4 conditions sont absolument requises. Alors, il y a 2 conditions négatives, qu'il dit négatives, à juste titre. Il faut d'abord abandonner le contenu des programmes actuels de la maternelle. Donc ça, c'est la première chose. Et refuser absolument de commencer les apprentissages par le seul apprentissage de la lecture. Les 2 conditions positives, c'est commencer en même temps l'apprentissage des 2 couples écriture-lecture et numération-calcul dès la maternelle, en incluant évidemment des notions de culture pour que ça ne soit pas que du répétitif, et continuer simultanément et systématiquement tous ces apprentissages au CP en développant les éléments d'histoire, de géographie, de sciences naturelles, de telle sorte que l'apprentissage des premiers facilite un abord rationnel de l'apprentissage des seconds et que l'apprentissage des seconds oblige à un renforcement continu et progressif de l'apprentissage de ces premiers concepts. Le non-respect de ces règles entraîne un incroyable étalement de l'apprentissage dans le temps. C'est ce qu'on a vu, c'est comme les enfants ne savent pas se débrouiller, eh bien on a allégé les programmes, on a étalé dans le temps, de telle manière qu'on se retrouve quand même avec des élèves pour lesquels on puisse trouver des choses positives. Guy Morel, donc, dans un autre texte qui s'appelle « Les dégâts du révisionnisme », et donc ces textes-là, vous pouvez les trouver sur le site qui s'appelle instruire.fr. Guy Morel relève, je le cite, « la dose de patience nécessaire aux jeunes élèves pour se plier des années durant, sans bénéfice tangible pour lui, sinon le contentement de sa maîtresse, aux innombrables jeux d'étiquettes, aux lectures écrémages par prélèvement d'indices et autres exercices de discrimination fine. » Alors, quelle confiance, dit-il, placer à fond perdu dans l'adulte pour accepter d'attendre que de ces gribouillis, parce que bon, il se rend bien compte quand même, des lettres émergent et que d'occasion en occasion, au petit bonheur la chance, les règles veuillent bien se dégager. D'année en année, on est passé d'une lecture expressive en fin de CP à la justification de la nécessité d'accepter la fin de l'apprentissage de lecture au CP, puis en fin de CM, et ensuite à la phrase « on a toute la vie pour apprendre à lire ». Donc, sous prétexte de guetter ces trouvailles de manière aléatoire, l'adulte exerce un effet. Là, c'est aussi quelque chose
de flagrant, il exerce un effet sur l'enfant de manière permanente, une sorte de contrôle de conformité baptisé évaluation. Son but, c'est vérifier si l'évolution de son comportement de lecteur répond aux normes constructivistes de l'apprentissage. Et ses moyens, ce sont ces fameuses grilles d'évaluation des compétences que l'on remet périodiquement aux parents et où sont notés en termes de comportement non acquis en cours d'acquisition, compétences à renforcer, acquis les progrès ou les retards de leur enfant. Donc, je vais conclure en disant que ce qui importait à l'époque à Ferdinand Buisson et qui est toujours valable, c'est de ne pas entraver le passage à l'abstraction de la jeune intelligence de l'élève en imposant à celle-ci, contre sa marche naturelle et par l'autorité, soit la logique déductive de l'adulte, soit l'ordre logique interne des matières. D'où la nécessité d'utiliser la méthode intuitive. Et c'est encore dans ces choix le souci de distinguer ceux qui allègent, autant faire se peut par leur caractère expéditif, le fardeau de l'apprentissage. D'où l'écriture-lecture, enseignée simultanément avec le calcul intuitif, c'est-à-dire la technique des 4 opérations, et qui répond à ce critère de rapidité, de densité et dans l'acquisition des bases. Voilà, donc je crois que le temps est imparti et est arrivé à sa fin.